Le 80e anniversaire du débarquement, on en parle à présent avec David Cornbrosa. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur RCJ. Vous avez réalisé D-Day 100 jours pour la liberté, un documentaire en 2 épisodes qui sera diffusé ce soir sur TF1. Et au-delà de la campagne militaire, il y a beaucoup d'humains dans votre documentaire, les témoignages de ceux qui ont vécu ces 100 jours, mais aussi des messages radio pour les familles qui se retrouvent réfugiées à un moment de ces bombardements notamment. Est-ce que c'était important pour vous de pouvoir faire entendre ces voix au-delà de l'aspect militaire, stratégique, évidemment important aussi? Oui, bien sûr, il y a l'aspect militaire qu'il ne faut pas oublier parce que c'est tout de même l'opération la plus folle de l'histoire contemporaine, l'opération militaire la plus folle, l'opération de tous les superlatifs. Mais il fallait aussi montrer l'humain, c'est que derrière cette guerre, il y avait beaucoup d'humains, des civils normands, il y avait bien sûr les GIs, les soldats américains, les soldats anglais, les résistants français, plein d'unités, mais aussi donc les civils. Et c'est vrai que les civils normands qui se retrouvent sous les bombes communiquent comme ils peuvent, ils se laissent des mots, et puis on a retrouvé des sonores, c'est-à-dire des archives sonores très rares, des archives radio, où on les entend s'exprimer pour tenter de retrouver leur famille. Ils se laissent des messages à la radio. Donc c'était effectivement très important de mettre l'humain aussi au centre de la bataille, quoi. Il y a plusieurs grandes figures, bien sûr, de l'histoire qu'on retrouve dans ce film. Winston Churchill, par exemple, qui déclarait en 1944 « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'il faut l'escorter d'un rempart de mensonges ». Ces tentatives de diversion qu'il a pu opérer, est-ce que c'est aussi ça qui a permis cette victoire, certes pas immédiate, mais qui a quand même eu lieu? Oui, bien sûr, les Anglo-Américains mettent au point l'opération Fortitude. C'est pour tromper les Allemands, pour ne pas qu'ils leur ramènent leur renfort en Normandie. Les Allemands sont persuadés que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Alors les Alliés, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu les images, construisent des chars gonflables, des fausses unités en caoutchouc qui sont posées vers le Pas-de-Calais. Et donc les Allemands sont persuadés que le débarquement aura lieu là-bas. Enfin, cela dit, certains pensent que ce sera en Normandie. Rommel, lui, n'est pas dupe, mais il n'a pas forcément la main sur tout et il est bien obligé d'obéir à Hitler, qui vraiment donc se trompe pour le coup. Donc ces opérations d'enfumage sont assez spectaculaires. Et puis il y avait aussi un agent qu'on oublie souvent, qui s'appelait Garbo, un agent espagnol, qui travaillait très proche des officiers de renseignement. Il les enfumait également. Donc tout ça est dans le film, vous le verrez, c'est assez fort. On redécouvre dans ce film, on le découvre d'ailleurs, l'ampleur de cette mobilisation des Alliés, à la fois le nombre des soldats et le matériel. Est-ce que pour autant, vous diriez, et d'ailleurs c'est un peu dans l'intro aussi du film, du documentaire, pardon, mais de dire que cette période, ça a été une grande période de doute aussi des deux côtés, mais particulièrement du côté des Alliés? Oui, il y a un doute parce que un débarquement qui doit transporter, au final, il y a quand même 3 millions de soldats qui se sont groupés en Angleterre, 1 500 000 Américains, 1 700 000 Britanniques, des Canadiens, des Français, des Belges, enfin, les Alliés doivent débarquer et faire un débarquement, c'est quelque chose de très compliqué. Donc oui, ça aurait pu échouer. La météo est importante. D'ailleurs, le débarquement aurait dû se dérouler le 5 juin et soudain une tempête se lève et des centaines de navires doivent faire demi-tour. Donc c'est pour vous dire que même la veille du débarquement, la veille du 6 juin, rien n'est joué. Un mois avant le débarquement, il y a un exercice sur une plage anglaise qui fait pratiquement 800 victimes parce que il y a une attaque surprise allemande qui surprend cette répétition. Donc oui, le débarquement aurait pu échouer si les Allemands avaient rapatrié les renforts à temps et si ensuite avec beaucoup de si comme on dit, hein, mais tout était possible. Alors l'Allemagne aurait au final tout de même perdu la guerre, hein, faut pas l'oublier, parce que les Alliés quand même avaient amassé une force considérable. L'Allemagne nazie, c'est aussi ce qu'on entend à plusieurs reprises dans ces 2 épisodes, c'est cette idéologie qui tient un peu les Allemands sur le terrain. C'est quelque chose qui, en tout cas, était très ancré dans les esprits des Allemands mobilisés en France, ce sentiment de se battre, comme souvent, mais en tout cas là particulièrement pour une cause entre guillemets juste. Oui, eh bien, évidemment, vous savez, la génération d'Allemands qui se bat en 44, ils sont nés dans les années 20, donc ils ont été élevés dans les jeunesses hitlériennes et ils sont fanatiques. Pour eux, cette guerre,
c'est avant tout conserver la Grande Allemagne, c'est la foi envers leur Führer Adolf Hitler, et ils veulent aller jusqu'au bout. Ils n'imaginent pas un instant lever les bras. Et d'ailleurs, ceux qui veulent se rendre sont tout de suite fusillés, ou en tout cas sont passés par les armes, si par hasard certains manifestent l'envie de se rendre. Donc effectivement, c'est un fanatisme jusqu'au boutiste, alors que certains savent secrètement, mais savent que la situation est parfois désespérée. Vous ne cachez pas non plus dans ce documentaire les drames civils de cette période, de ces 100 jours. Par exemple, à Oradour-sur-Glane, avec 643 habitants qui ont été fusillés ou brûlés vifs dans une église du village. Il y a un soldat britannique qui parle à un moment de jeu de massacre. Qu'est-ce qui a mené à cette surenchère de la violence qui allait au-delà de la campagne militaire ? C'est une bonne question. Écoutez, vous savez, dans une guerre, il y a des soldats qui ne font que leur job de soldats et qui vont se comporter en soldats. Et puis il y a aussi de nombreuses brebis galeuses, et il y a aussi des soldats qui vont vers le massacre, qui sont fanatiques, qui ne réfléchissent pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on montre dans le film. Enfin, il y a des, vous savez, les Allemands abattent les prisonniers de guerre alliés. Ils s'encombrent pas de prisonniers. Et parfois, ce sont les Alliés aussi qui tuent leurs prisonniers de guerre allemands parce qu'ils viennent d'arriver et voilà, certains ne se comportent pas comme il le faudrait. Donc, c'est une guerre, et une guerre, il y a de l'humain. Un humain n'est pas une machine. Un humain a des ressentis, des sensations. Il réagit comme un humain avec ses forces et ses faiblesses. Donc oui, il y a eu aussi, évidemment, comme je vous le dis, le fanatisme qui animait énormément les soldats allemands. Il y a aussi, on parlait des figures historiques tout à l'heure, évidemment, celle de De Gaulle qui apparaît. Vous, de ce que vous avez mis à l'image, de ce que vous avez lu aussi, j'imagine, longtemps avant de faire ce documentaire, comment vous la percevez, cette figure de De Gaulle? On a un peu l'impression qu'elle a été quelque part, ou par moments, évincée par les Alliés, mais qu'en même temps, c'est lui qui récupère les honneurs à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose... on ne va pas dire de l'ego, mais en tout cas qui se joue à ce moment-là, au-delà d'un vrai lien sur cette opération du débarquement entre la résistance et les forces alliées? Alors les Alliés ont volontairement tenu De Gaulle à l'écart du débarquement. Ils voulaient installer un pouvoir en France. Ils voulaient d'abord administrer la France eux-mêmes, les Américains en premier. Ils avaient déjà même imprimé leur propre monnaie avec des francs américains. Enfin, c'était assez étonnant. Et puis le général de Gaulle, on ne peut pas lui faire des petites entourloupes de ce type. Donc, il a su manœuvrer. Il y avait déjà, bien sûr, la résistance en France qui maillait un peu le territoire. Mais il a su ensuite, très vite, arriver en France et poser tout de suite une administration avec des préfets, des sous-préfets, notamment lorsqu'il arrive à Bayeux le 14 juin. C'est une grande réussite. D'abord, les Français, même si parfois ils ne le connaissaient pas, ils connaissaient peut-être sa voix, mais ils n'avaient jamais vu de photos de Gaulle parfois. Et d'un coup, ils découvrent cet homme qui fait plus d'1m90, qui traverse la ville, tout le monde l'applaudit, et il fait son discours, et soudain, la France se libère, et cette figure de Gaulle émerge comme le futur grand chef, bien au-dessus des partis, et qui surtout tient tête aux anglo-saxons, parce que oui, il faut lutter contre l'Allemagne, mais il faut aussi restaurer la France et un pouvoir français en France. Donc les anglo-saxons ont voulu l'évincer, mais ils ne se laissent pas faire, et le général de Gaulle, si vous voulez, il est assez unique dans son genre pour pouvoir imposer ses vues, même si les anglo-américains ont 1000 fois plus de soldats que lui. Il est au cœur aussi de la libération de Paris, qui apparaît dans le second épisode. Vous dites à un moment que les hommes qui avaient raflé les Juifs et les résistants sont alors à ce moment-là aux avant-postes pour défendre Paris face aux Allemands. Est-ce que c'est les prémices de ce renversement qui va s'opérer assez vite, en réalité, en quelques mois en France, qui passe évidemment de l'occupation et de la collaboration à cette libération? Oui, bien sûr, il y a une ironie profonde, puisque effectivement, c'est la préfecture de police qui
qui lance l'insurrection de Paris, qui est aux avant-postes du combat. Et c'est vrai que ces policiers-là, quelques mois plus tôt, raflaient les Juifs, les résistants, collaboraient avec l'Allemagne. Alors évidemment, il y a tous les policiers ne l'ont pas fait, mais en tout cas beaucoup obéissaient aux ordres. Et c'est donc d'ailleurs un policier résistant communiste qui le confie, qui dit que voilà, il suffit dans la cour de la préfecture d'avoir un brassard FFI ou de déchirer un portrait du maréchal Pétain pour devenir résistant. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une profonde ironie. C'était à ce moment-là, il n'était pas moment de régler ses comptes. Il fallait d'abord bouter l'allemand hors de Paris et de France. Et puis les comptes ont été réglés un peu plus tard, parfois pas à la hauteur de ce qui aurait dû être fait. Dernière question, David Kornbrozal. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ce travail, de ces deux documentaires? Qu'est-ce que vous gardez le plus en mémoire? Ou est-ce qu'il y a un élément aussi peut-être qui fait écho avec ce qu'on vit actuellement en Europe et que vous avez appris éventuellement? Je dirais que c'est vrai que moi j'avais vu un peu tous les documentaires qui avaient été faits sur le D-Day quand je préparais celui-là, et j'ai essayé de vraiment mettre des choses vraiment inédites dans le film. Vous allez découvrir les maladies psychiatriques et psychologiques, les chocs psychologiques qu'ont eu les soldats en combattant, les soldats alliés, où on les retrouve complètement, face à leur psy complètement déstabilisés. Vraiment, il y a eu des destins, on parle du GI héroïque, mais il y a eu vraiment des destins brisés et des gens vraiment abîmés par cette guerre. Il y a des images vraiment époustouflante, vraiment, qu'on a recolorisé, qu'on a restauré. Et je vous enjoins à vraiment regarder ça. Il y a des moments extraordinaires où les GI, où les soldats alliés anglais ou américains rencontrent les populations civiles et leur distribuent des bonbons. Il y a des images vraiment extraordinaires. Alors évidemment, ce qui fait écho aujourd'hui sont les bombardements alliés sur la Normandie. Donc les Alliés veulent libérer la Normandie, mais ils font énormément de victimes civiles. Et oui, il n'y a pas de guerre propre. C'est quelque chose que le monde pense à visiblement oublier. Aujourd'hui, quand on veut libérer un territoire, il y a nécessairement beaucoup de victimes. Et les Alliés à l'époque font pratiquement 20 000 victimes civiles en Normandie. Et donc on en parle évidemment dans le film. C'est quelque chose qui a longtemps été occulté, mais qui est nécessaire de rappeler. Merci beaucoup David Kornbrozal d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ. On le rappelle, on vous encourage à le regarder, ce documentaire qui est diffusé ce soir à 21h10 sur TF1, D-Day 100 jours pour la liberté. Merci beaucoup. Merci à vous.